Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Épisode après épisode, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, j'ai retrouvé Benoît-Marie Flard et Marwan Sheikh, les deux cofondateurs de Xar. Ils œuvrent depuis près de 3 ans à simplifier la création d'outils internes pour les entreprises, avec une vision, vous allez voir, très originale qu'ils nous ont partagée dans cet épisode. Déjà adoptés par quelques membres de la communauté No Code France, ils sont désormais en conquête de collaborateurs et de makers pour accompagner leur croissance. Un vrai challenge qu'ils nous racontent tout de suite. Salut Benoît-Marie, Marwan, merci de me recevoir ici, chez ma tante. Voilà, vous allez devoir expliquer maintenant où on est. Voilà, je vais vous laisser cette surprise-là. On va parler ensemble de Xar, donc un outil no-code que vous avez créé, cofondé, tous les deux, depuis quelques années. J'avoue que j'ai pas noté depuis combien de temps, donc ça montre que j'ai pas bien préparé cet épisode. Je m'en excuse d'avance. Voilà, et on va, comme d'habitude, s'intéresser à votre parcours. Comment est né Xar? Où est-ce que vous allez avec ça? Qu'est-ce que vous essayez d'adresser? Voilà, pas mal de choses. Moi, je connais déjà un petit peu l'outil puisqu'on a eu l'occasion de faire une démo à la communauté. Évidemment, je mettrai le lien vers la vidéo et j'invite tout le monde à regarder puisque là, dans cet exercice audio, vous n'allez pas pouvoir tout expliquer. Enfin, vous allez expliquer plein de choses, mais vous n'allez pas pouvoir montrer. Donc, j'invite vraiment les gens. Évidemment, c'est comme tous les outils no-code, c'est très visuel. Il y a plein de parties pris très intéressants. Donc, voilà, on va dire que cet épisode est très bien complété par cette démo qu'on a fait ensemble et que donc les liens dans les notes comme d'habitude. Je vais pas faire une intro plus longue que ça, c'est pas la peine. Benoît-Marie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour commencer? Donc, Benoît-Marie, j'ai 32 ans, 2 enfants, j'habite à Toulouse. Et donc, je suis cofondateur et CEO de Xar, cet outil no-code. Et avant d'être CEO de Xar, j'ai eu pas mal d'expériences, un certain nombre d'expériences, donc je pourrais pas m'attarder sur toutes les expériences dans ce podcast, mais si vous souhaitez avoir plus d'infos, ce sera avec plaisir que je prendrai un café avec vous. Donc j'ai commencé par un BEP bûcheron très jeune, parce que j'étais pas du tout scolaire et que vraiment j'en avais marre de l'école et de tout ce que ça pouvait représenter. Donc je me suis dit, j'aime beaucoup la forêt, j'aime bien me balader, j'aime bien les beaux paysages, faisons bûcheron. Et je me suis lancé dans un BEP. Et très vite, je me suis rendu compte que l'univers dans lequel j'évoluais ne m'allait pas intellectuellement parlant. C'est-à-dire que je m'y retrouvais pas et j'avais l'impression d'être quelque part quelqu'un de différent et que personne me ressemblait. Et à un moment donné, j'ai lu un bouquin, pour ceux qui connaissent, c'est Une vie bouleversée d'Etty Hillesum, où je me suis dit, enfin quelqu'un qui a les mêmes chemins intérieurs que ceux que je peux avoir et qui me font sentir différent des autres. Et je me suis dit, je vais peut-être essayer d'aller à la rencontre de ce genre de personnes pour peut-être me sentir moins seul et pour découvrir le reste du monde et ne pas rester dans ma chartreuse en tant que bûcheron. Et à ce moment-là, je suis parti à Paris. J'ai cherché un travail pour me nourrir. J'ai débarqué dans une petite chambre de bonne de 6 mètres carrés par un vendeur de sommeil, sans lavabo, sans douche. 6 mètres carrés. Enfin, ouais, j'habite dans un petit appart, mais Paris, des fois, c'est quand même pour Paris, c'est petit, quoi. Oui, et du coup, j'allais me doucher aux bains-douches municipaux, ce qui était une très très bonne expérience. Et le premier taf que j'ai pu trouver, c'était en intérim, et c'était aux Galeries Lafayette de Boulevard Haussmann. Et c'était très drôle parce que j'ai été mis au rayon sous-vêtements féminins. Donc je me suis retrouvé de bûcheron à couper des arbres au fin fond de la forêt à vendeur de sous-vêtements féminins pour des mamies du 16e à Boulevard Haussmann aux Galeries Lafayette. Donc je suis presque arrivé en chaussures de marche et treillis. Donc la chute a été terrible. Mais donc première découverte. Et j'ai complété ce petit travail par un métier de pizzaiolo le soir chez Pizza del Arte pour pas les nommer. Et au bout d'un moment, je fais d'autres petites expériences d'intérim et de choses comme ça. Et je me suis mis à m'intéresser, parce que des amis me le demandaient, à la création de sites web. Je me rendais compte que ça n'avait pas l'air si compliqué, alors que tout le monde en faisait une difficulté insurmontable. Enfin, j'avais l'impression que dans leur tête, c'était insurmontable. Et je me suis dit, je vais me renseigner sur Internet pour savoir comment créer un site Internet. Et je suis tombé sur WordPress. On est vers quelle année à peu près là? Juste, c'est intéressant à situer parce que quel est l'état de la technologie, tu vois, aussi à ce moment donné, quoi. 2010-2011. Okay. Voilà. Donc il y a 10 ans. Et je me suis mis à créer des sites internet d'abord gratuitement pour eux. Et puis par le bouche à oreille, je me suis mis à faire payer certains sites internet. Et du coup là, j'ai été embauché dans une agence qui faisait notamment des sites internet. Okay.
De cette agence, j'ai été embauché chez un de leurs clients pour qui je travaillais, qui s'appelle Amundi, donc dans la finance. Donc encore une fois, passer de bûcheron à la finance par les Galeries Lafayette, c'est assez marrant et assez inattendu, mais voilà. Et là, j'ai découvert le milieu de la SS2I une fois que j'étais embauché chez eux. Et j'ai vu que c'était facile de changer de SS2I en gardant le même client, tout en augmentant son salaire. Donc j'ai un peu craqué ce truc-là. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on fait un hack, ça enlève un peu de sens à ce qu'on fait, parce qu'on cherche à hacker au lieu de chercher à travailler. Et le travail, je pense que c'est une grosse partie du sens qu'on peut avoir dans la vie. Enfin, en tout cas, c'est une grosse partie de notre vie. Juste pour... tu faisais du dev ? Ou c'était qu'est-ce que tu faisais comme... Chez Amundi, en gros, j'étais toujours sur WordPress. Okay. Et je créais des sites WordPress avec login mot de passe pour les conseillers du Crédit Agricole pour leur présenter les nouveaux produits financiers. Okay. Donc, c'est-à-dire, c'était des fiches produits financiers pour expliquer et vulgariser ce que c'était un produit financier pour qu'ils puissent à leur tour l'expliquer à leurs clients. Voilà. Ok. Et puis après, j'ai fait d'autres petites missions sur ce même genre de thème. D'accord. Sur de la numérisation à l'intérieur de la finance, quoi. Voilà. Okay. Et c'est intéressant parce qu'on voit déjà, il y a quand même cette notion un peu d'outillage interne, quoi, j'ai envie de dire, quoi, qui va venir après. Exactement. Il y a un petit fil rouge quand même qui se dessine. Et après ça, j'étais vraiment en quête de sens, à essayer de trouver, à me poser 10 000 questions internes, comme ça peut peut-être arriver à certains d'entre vous. Et je me suis retrouvé du coup à Rome, à la faculté qui s'appelle la Grégorienne, pour prendre des cours de philosophie, de théologie, d'histoire des religions, vraiment dans cette quête de sens. Et l'après-midi, j'aidais les sœurs de Mère Teresa à accueillir les réfugiés de Lampedusa qui arrivaient sur le sol européen. Okay. Et donc voilà, une année en quête de sens. Et je trouvais pas mal de questions, mais ça m'a surtout fait me poser plus de questions que j'ai trouvé de réponses à des questions, ce qui est souvent le cas, paraît-il. Après ça, là-bas, par hasard, j'ai rencontré l'ambassadeur de France près le Saint-Siège, qui m'a dit, bah écoute, il y a plein de beaux métiers dans la diplomatie, parce que je cherchais aussi un petit peu ce que j'allais faire après, toujours dans cette quête de sens. Il y a plein de beaux métiers dans la diplomatie, je pense que d'après ce que tu me dis de toi, tu peux y avoir ta place. Je dis pas très bien, mais moi j'ai pas trop de diplôme, je vois pas trop comment je pourrais aller dans la diplomatie. Il dit, bah, y a un truc qui est très bien en France, ça s'appelle les VIA, et donc il m'a mis en relation avec des personnes du Trésor, donc de la Direction Générale du Trésor, pour finalement me retrouver en VIA au Sénégal. Ah ouais. Tu faisais justement, tu t'occupais de l'informatique ? Oui, ça, enfin, je m'occupais j'étais donc à la Direction Générale du Trésor, donc c'était les services. En gros, dans les ambassades, il y a toujours un service lié à la finance, donc voilà, lié au Trésor, en plus de la douane. Et du coup, voilà, je m'occupais un petit peu de voir ce que proposaient les entreprises françaises en termes de numérique et comment on pouvait l'implémenter en Afrique. Ah oui, d'accord. Parce que je dis ça parce que moi j'ai fait un VIA aussi à la DGTPE, enfin quand c'était à la mission économique de Londres. Mais du coup, moi je m'occupais des ordis et tout ça. Ah, très bien. Mais bon, je connais bien la maison, quoi. Okay. Et donc voilà, un an au Sénégal qui était très sympathique. Puis j'ai été à la direction donc à Bruxelles cette fois-ci. J'ai déménagé à Bruxelles et j'ai été à la représentation permanente de la France auprès de l'UE, où là je me suis beaucoup ennuyé, grosse machine, beaucoup d'ennuis. Et j'ai trouvé des amis sur place avec qui j'ai monté ma première vraie boîte, qui s'appelle Séraphin, qui est en gros un courtier d'assurance 100% en ligne, qui existe toujours et qui fonctionne bien. Et après ça, j'ai décidé de me marier avec la personne que je fréquentais à l'époque et que du coup je fréquente toujours puisque je suis marié avec elle. Et donc, cette personne était en France et était en fac de médecine et c'était très difficile pour elle, enfin impossible pour elle de passer en Belgique. C'est donc moi qui suis allé en France. Et donc, on s'est mariés. Et là, j'ai eu notamment une expérience dans une PME toulousaine dans laquelle j'étais directeur des opérations. Et on a eu un petit problème, c'est que tous les outils qu'on avait ne correspondaient pas à l'usage qu'en faisaient les collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal d'outils dans tous les sens qui étaient mal reliés entre eux et qui ne plaisaient pas aux collaborateurs, qui leur faisaient perdre en productivité et qui leur mettaient des araignées dans la tête au quotidien. Et j'ai pas trouvé ce qu'il fallait pour le faire moi-même. J'ai donc mandaté une agence web qui s'appelle The Tribe à Nantes,
dans laquelle travaillait Marwan à l'époque en année de césure. Et donc, peut-être que Marwan, tu peux te présenter à ce moment-là et je reviendrai sur comment on a monté Xar ensuite. Absolument, parfait. Je dois dire quand même, je te laisse parler après, mais bûcheron, je l'ai jamais eu encore. Hein. Des choses très 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 variées, mais bûcheron, c'est une première. C'est la petite punchline, mais effectivement, là, je vais me présenter. J'ai le parcours un peu plus scolaire. Il en faut aussi. Hein. Clairement. Et scientifique. Et scientifique. Donc, ouais, je m'appelle Marwan. Et donc, moi, j'ai fait un parcours assez classique je suis fort en maths, donc je fais des maths. Donc, j'ai fait un bac S, une prépa maths, informatique, puis une école d'ingénieur généraliste qui est Centrale Nantes. Et là, j'ai fait plein de choses à l'école qui m'ont donné beaucoup de responsabilités, gérer des collectifs, gérer des gros événements. Et en fait, j'ai toujours voulu faire des trucs. Et donc, je me suis dit, moi, j'ai envie de faire les trucs moi-même, donc je vais apprendre à coder. Et là, j'ai rejoint The Tribe, après une expérience un peu catastrophique chez Capgemini, où j'étais en gestion de projet. J'ai strictement rien fait pendant 6 mois. Je me suis dit, plus jamais je vais dans une boîte aussi grosse, avec autant de process, de mauvais outils. Enfin, bref, ça m'a appris beaucoup de choses, c'était quand même assez intéressant. Je vais pas trop cracher dans la soupe, mais je me suis dit que une entreprise un peu plus petite, plus à taille humaine, comme on dit, ça me ferait du bien. Et donc j'ai rejoint The Tribe, qui a été fondé par Benoît Vasseur, qui est un ancien de l'école centrale Nantes. Et là, j'ai travaillé pendant à peu près 1 an sur un premier projet, puis un second projet pour Benoît Marie. Pour la boîte de Benoît Marie qui s'appelait Théséis. Et donc pendant 1 an, j'ai développé comme un bon développeur du front, du back. J'ai fait pas mal de choses. Okay. Et surtout, souvent les mêmes choses. Des formulaires, des tableaux. Le quotidien finalement d'un développeur. Le quotidien d'un dev qui au final ne fait que créer un logiciel qui va remplacer un process qui existe déjà, qui est souvent un process papier. Parfois un process qui automatise ce qu'il y avait entre 2 logiciels. Mais qui n'est pas un logiciel qui va réinventer un produit, implémenter des algorithmes poussés d'intelligence artificielle, pardon. Et donc en fait, c'était souvent la même chose. Et ce qu'on s'est dit avec Benoît Marie, quand moi j'arrivais à la fin de mon contrat, je devais reprendre mes études, c'est comment on fait pour refaire ce qu'on a fait, mais sans développeur et en beaucoup plus rapide. Parce qu'on on a un peu explosé les budgets. En fait, le besoin évolue toujours quand on crée un logiciel. Ce qu'on pense à 3 semaines avant le projet, quand on commence, et 6 mois après, ça n'a plus rien à voir. Et donc, ça crée beaucoup de frustration. Ça crée de la frustration côté dev, parce qu'on se dit, ah, mais moi, j'ai codé ça comme ça, j'aime mon code. Et en même temps, là, on me demande de le changer, et on me tape dessus, parce qu'on me dit, attends, c'est pas ça qu'on voulait. Oui, mais on m'a pas communiqué ça, en tout cas. En tout cas, j'avais pas compris que c'était ça que vous vouliez. Et donc, on a beau faire tous les efforts du monde, être aussi agile qu'on veut, ça sera toujours le cas. Le besoin change tout le temps. Et donc, on a voulu créer avec Benoît Marie une manière, en fait, de donner le pouvoir, au métier. Et en fait... Aux gens qui ont le besoin, quoi. Exactement. Pour que eux, ils puissent changer eux-mêmes directement tout ce qu'ils veulent dans l'app et construire leur logiciel sans coder, quoi. Puis c'est vrai que moi, j'avais une énorme frustration de pas réussir à passer de mes idées à leur concrétisation rapidement. Je crois que c'était impossible qu'en 2018 on en soit encore là. Et je me suis dit, il y a forcément quelque chose à craquer de ce côté-là. Et je pense que c'est un peu le cas de tous les Français je parle vraiment des Français, où on a un peu cet esprit de rébellion, révolution française, gilets jaunes, etc. De vouloir faire les choses soi-même, de vouloir se rebeller, de vouloir créer, innover. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a une si belle communauté de no-code en France, au passage. Pourquoi pas, j'avais jamais forcément analysé ça comme ça, mais pourquoi pas, on sait pas, on n'arrive pas à savoir pourquoi en France ça a pris plus qu'ailleurs, tu vois, des fois c'est un peu le hasard, mais peut-être qu'il y a de ça aussi, j'aime bien en tout cas. Je pense qu'on est vraiment un peuple, une génération de makers. On a envie de faire les choses, on n'a pas le temps, quoi. C'est marrant parce que tu vois, en termes de génération, je suis assez d'accord. En termes de peuple, pas forcément. Enfin, tu sais, on a beaucoup qui est un préjugé d'ailleurs, mais tu sais que les Américains sont très entrepreneurs, en tout cas, peut-être plus que makers d'ailleurs, mais sont très entrepreneurs, ils font des choses, ils se lancent tout le temps, et tu vois un peu le cliché du français qui professionnellement cherche un CDI, la stabilité, etc., ce qui est pas forcément... Alors qu'en fait, fondamentalement, c'est pas forcément antinomique avec le fait d'être un maker, de vouloir faire les choses, prendre en main les choses, etc., quoi. Puis il y a beaucoup d'artisans en France aussi. C'est vrai. Je pense qu'on est moins bon pour vendre, c'est-à-dire qu'on
Et se vendre. Peut-être que les Américains, ils vendent l'idée avant même de créer. Et nous, on se dit, bon, je vais créer un truc qui marche bien. Et une fois qu'il sera vraiment, vraiment robuste, là, je vais le montrer à tout le monde. Ce qui aussi est un écueil, d'ailleurs. Un écueil des deux personnes que tu as en face de toi, c'est-à-dire nous. Et clairement. On va en reparler. Jules, j'avais une petite question juste par curiosité. Pourquoi tu voulais reprendre des études? Enfin, c'est quoi que tu voulais faire? Non, en fait, j'étais en année de césure. Donc, en fait, j'étais obligé pour avoir mon diplôme que je ne suis jamais allé chercher finalement, de reprendre, de finir mon année. Et je l'ai fini au Danemark. Donc, pendant un an, on a été à distance avec Benoît-Marie. D'accord, ok. J'avais pas compris. Et j'étais un étudiant assez touriste, j'ai fait que ça pendant un an presque. C'est bien aussi, hein. Je pense que tu apprends plus, peut-être tu as plus appris en faisant ça. Clairement, ouais. Après, il y avait pas mal de cours intéressants, du X, de Lean, donc d'expérience utilisateur et de comment on gère un projet de la manière la plus efficace possible, notamment sans avoir de pertes. Donc, comment on priorise, comment on est sûr de résoudre un besoin et pas de juste créer une solution qui n'a pas de besoin. Donc ça, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est important. Normalement, ça doit être, je sais pas comment dire, le fait que le besoin change, c'est quelque chose qui doit être admis, et pris en compte. Et dans la méthodologie de développement, etc., ça doit être pris en compte, quoi. Nous, on essaye vraiment de faire les itérations les plus courtes possibles. Créer, tester. Faire tester à l'utilisateur final, quoi. Finalement, si c'est lui qui a le fin mot, quoi. Parce que des fois le client, je rebondis juste sur ce que tu disais parce que c'est hyper intéressant, moi je l'ai beaucoup vécu aussi en tant qu'agence web. En fait le client généralement il produit quelque chose, il a une idée pour un utilisateur final, quoi. Et donc lui il va préjuger de ce que veut l'utilisateur et il va te demander à toi dev de faire quelque chose, puis il va changer d'avis, et puis après en plus de ça, finalement il va commencer à avoir des utilisateurs et c'est eux qui vont le faire changer d'avis, et t'as un espèce de truc où effectivement c'est très mouvant, quoi. Voilà. Et donc, prendre en compte les avis d'utilisateurs, ça c'est très important. L'approche centrée utilisateur. Le client doit pas forcément venir trop se mêler non plus de tout ça, quoi. Mais bon, ça il y a la théorie et puis la pratique. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et les gens souvent confondent un peu l'agilité, les méthodes agiles, etc. avec souvent ça sert d'excuse. Dans des grosses boîtes, tout le monde maintenant fait de l'agilité, quoi. Et parce qu'on est agile, en fait, on te fait faire n'importe quoi, tu vois. On te fait faire n'importe quoi pour demain, quoi. Mais on sait pas ça du tout, le sujet, quoi. Il faut toujours vérifier qu'il y a un besoin. C'est la base. Et réagir en fonction. Ouais, c'est clair. Et pour nous, c'est un gros sujet. Je rebondis un peu là-dessus. Parce que nous, on crée un outil. Et donc, nos clients, ils viennent nous voir avec un problème de... en fait, j'en ai marre, je passe du temps à faire des copier-coller pour faire mes factures. J'aimerais un outil de facturation et mon process métier est si particulier que je n'arrive pas à trouver un logiciel sur étagère. Donc, j'ai besoin de le faire moi-même. Et nous, on doit transformer ça avec Benoît-Marie en OK, on a un besoin métier et nous, on va créer l'outil qui permet de créer le logiciel qui répond à ce besoin. Tout en restant assez générique pour que ça ne serve pas que à faire des outils de facturation, quoi. Complètement. Donc, nous, notre travail là-dessus, c'est de vraiment aller chercher le vrai besoin côté... de comprendre ce besoin et d'en faire une abstraction, en fait. Et alors, du coup, faisons la jointure, et justement, on va arriver, parce qu'on commence à parler de XAR, et c'est hyper intéressant, mais du coup, qu'est-ce qui a déclenché donc vous vous êtes rencontrés professionnellement, c'est intéressant. Exactement. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé à l'action? Vous avez eu cette idée, vous avez ce projet qui vous a servi un peu de témoin, en quelque sorte, vous avez dit comment on peut faire mieux. Voilà, et puis... Donc, dans l'équipe de dev, il y avait effectivement Marwan avec qui je me suis bien entendu et qui paraissait percuter un petit peu plus vite que les autres. Et je me suis dit, tiens, montons une entreprise ensemble sur ce sujet-là qui me paraît fort intéressant. et j'ai mis mes petites bottes et je suis allé voir pas mal d'entreprises pour comprendre leur quotidien, autre que juste mon quotidien à moi d'entreprise que j'ai pu éprouver jusqu'à présent. Et donc, j'ai été voir des process d'entreprise, j'ai été creuser un petit peu ces process-là, j'ai parlé avec des directeurs de PME, etc., pour me rendre compte qu'effectivement, il y avait de grosses lacunes en organisation, de grosses lacunes en numérisation et de grosses lacunes en transformation de processus, en automatisation de processus, et surtout une vraie difficulté, une vraie douleur sur l'utilisation de logiciels qu'on leur imposait et qui plaisaient pas aux utilisateurs, ce que j'avais pu constater moi-même dans mon entreprise, c'est-à-dire que on leur met à disposition des SaaS qui existent déjà, mais le SaaS a pensé à tout à leur place, et du coup ça a été fait pour un usage précis d'entreprise particulière. Mais nous, justement, avec notre esprit un peu français,
et qui aimons bien créer et qui avons une idée des choses peut-être un peu plus créative qu'ailleurs, arriver avec un modèle, enfin que quelqu'un arrive avec un modèle qu'on nous impose, souvent on se dit j'aimerais mieux que ce soit là je m'y retrouve pas parce que je préférais que ce soit là, etc. Je me suis rendu compte que c'était une vraie douleur de pouvoir organiser ce qu'on voyait tous les jours sur son écran pour travailler de la manière dont on le souhaite et pas dans la manière dont quelqu'un y a pensé pour nous, parce que je me suis rendu compte que finalement des salariés passaient leur temps à chercher l'endroit où ils souhaitaient trouver l'information, où ils souhaitaient accéder à tel dossier, etc. Enfin, qu'il y avait beaucoup de temps qui était passé à juste de la recherche sur une interface qui n'était pas faite pour eux. Et beaucoup de conduite du changement liée à l'implémentation d'un nouvel outil, à l'imposition à toute la société d'un nouvel outil à utiliser le plus vite possible. Et donc, fort de tous ces constats, je me suis dit, ok, il y a vraiment un truc à faire, il y a un problème, il y a des problèmes, il y a des utilisateurs qui sont dans la douleur, donc on va essayer de résoudre ces problèmes-là. Au début, on savait même pas ce que c'était le no-code, en fait, on n'avait même pas ce mot-là en tête du tout. On avait juste, on voudrait créer une application qui permet à n'importe qui de créer son application telle qu'il la voudrait, comme il la voudrait, sans savoir coder et sans avoir même de notions en informatique, de notions de base de données, de notions d'API, de notions d'interface. L'hébergement, voilà. Pour l'anecdote, en 2019, on voit un papier passer sur le no-code, en septembre, un truc comme ça. Et on se dit, c'est ça qu'on fait, nous, en fait. On tape sur Malte, no-code, une personne. Est-ce que vous vous souvenez qui c'était ? Je ne saurais pas. Ça aurait été drôle. mais en fait, il y avait des freelances WordPress, des freelances Webflow, sûrement, à l'époque, c'est même sûr. Mais le no-code, le mot n'était pas encore... et puis, il y a eu le Covid, et là, on est là, quoi. Ouais. C'est vrai, c'est clair. Ouais, non, c'est intéressant. Enfin, nous, on s'intéresse beaucoup un peu à l'archéologie du no-code et quand les mots sont apparus et tout ça. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui le faisaient sans que ça devienne une étiquette. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir l'effet inverse. C'est-à-dire que maintenant, aussi beaucoup d'outils commencent à se raccrocher à cette étiquette. Ça devient un truc de je sais pas comment dire, de branding, de marque, quoi. Enfin, un mot valise. Ouais, voilà. Et bon, pourquoi pas, nous, on est content que. Mais bon, il y a des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Et puis c'est vrai aussi que le no-code, en fait, ça existe depuis des années et des années. Et enfin, il y a plein de gens qui s'y sont essayés. Mais je pense qu'effectivement, c'est que aujourd'hui, enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est que aujourd'hui que la technologie, le cloud, les microservices, etc. Je peux détailler un peu ce que c'est si tu veux, mais la maturité technologique, on va appeler ça comme ça, permet de le faire vraiment. Je pense qu'on en est là aujourd'hui et que c'était pas possible avant du fait d'un manque de maturité technologique, et c'est pour ça que je pense que ça émerge aujourd'hui beaucoup. Enfin, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est assez difficile à évoquer, enfin, sans rentrer trop dans les détails techniques, mais non, ceci étant dit, très franchement, j'aimerais bien qu'on en parle, mais peut-être avant qu'on fasse un focus là-dessus, c'est-à-dire parce que là, ce que tu évoques, c'est les technologies qui ont permis de créer des outils no-code, quoi, des outils suffisamment puissants pour être mature et utilisable à la fin par les utilisateurs finaux. Mais peut-être, j'ai envie d'abord, avant de rentrer là-dessus, et que franchement, je prends l'occasion justement d'en parler, parce qu'on a toujours l'occasion, mais peut-être déjà de dire qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, qu'est-ce que c'est vraiment... Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai que ça marche pas mal en plus. Non, mais voilà, tu vois, si vous l'expliquez, je sais pas, à vos parents, ou voilà. Alors, maman, ne tape pas XAR Dicodru sur Google, je laisserai tout le monde faire ça. Voilà, ce n'est pas la vraie signification, même si on l'a mis sur nos tasses. C'est vrai que d'ailleurs, il faudra que vous disiez pourquoi vous avez choisi ce nom. Ça peut être intéressant. Oui, exactement. Mais oui, déjà, moi, ce que je dirais à mes parents, c'est simplement ce qui permet au plus grand nombre de passer de son idée à sa réalisation en termes d'idées numériques. C'est-à-dire, je passe en quelques heures d'une idée que j'ai et que j'ai envie de tester à sa réalisation concrète et effective, testable en situation réelle. Voilà, c'est comme ça que je l'ai expliqué et qu'ils ont essayé de le comprendre aussi. Peut-être, ou je sais pas si tu veux compléter. C'est-à-dire un logiciel, quoi. C'est quand même important. Je leur dis, vous pourriez accéder comme vous accédez à n'importe quel site. Et vous aurez souvent un espace de travail, un espace personnel où vous pourrez faire remplir les formulaires que vous voulez, déclencher les actions que vous voulez. Bon, ça, c'est déjà un peu technique. Mais pour résumer, c'est créer un logiciel, celui que vous avez imaginé, votre idée, quoi, très rapidement et sans coder. C'est pour qui ? C'est à qui vous avez envie de vous adresser et pour quel use case, quoi ? C'est une très très bonne question. C'est-à-dire qu'on a une vision de se dire, ok,
ce serait très bien que tout le monde puisse vraiment arriver à créer un logiciel. Ça, c'est une vision qu'on porte, hein. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est pas forcément toujours le cas, parce que ça demande quand même une certaine culture. C'est-à-dire que l'abstraction, ne serait-ce que l'abstraction, demande déjà, si c'est pas de la formation, au moins une certaine tournure d'esprit que tout le monde ne peut pas avoir aujourd'hui. Et la création de logiciels, c'est-à-dire la création d'un produit, d'arriver de justement son idée à sa réalisation effective, demande aussi un peu de formation, un petit peu de culture que n'ont pas tout le monde, enfin qui n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. C'est vraiment une culture produit. C'est-à-dire le product management, l'essor que ça prend là dans les dernières années, c'est parce qu'on on s'est rendu compte que c'est un métier. Et c'est vraiment une compétence qui est nécessaire. Imaginer l'expérience utilisateur, que ça soit en no-code ou en code, ça reste une compétence quand même à part. Et aujourd'hui, nous, on s'est rendu compte que certains de nos utilisateurs n'avaient aucun problème à utiliser XAR, mais avaient des problèmes dans leur capacité à se projeter, à projeter qu'est-ce que mon utilisateur va effectuer pour réaliser le besoin de base qui est remplir une facture, créer un document de contrat, enfin... Mais ce qui est encourageant cependant, c'est que dans la nouvelle génération, j'ai l'impression que c'est moins le cas. C'est-à-dire qu'on a moins ce ressenti sur la nouvelle génération. En revanche, nous, on pensait aller vendre ça à des entreprises tranquillement et qu'ils allaient se débrouiller tout seuls. En fait, on se rend compte que non, pas du tout. Ils ont besoin d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on se heurte aujourd'hui à un problème, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui demandent à utiliser notre logiciel et qui sont prêts à payer pour ça. Mais on a peu de gens pour nous aider à les implémenter chez nos clients. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre des freelances et des agences en face de nos clients pour pouvoir les aider à imaginer leurs produits puis les aider ensuite à le construire. Notre vision, c'est qu'ensuite, nous, on forme les clients pour continuer à faire évoluer le produit, mais que vraiment, pour passer de 0 à 1, faire la première marche, la première version du produit, il y a un besoin d'accompagnement. C'est comme ça qu'on le ressent aujourd'hui, en tout cas. Et du coup, on cherche vraiment à pouvoir mettre des personnes qui sont formées sur XAR en face de nos clients pour les aider justement à faire cette première version. Et aujourd'hui, on est obligé de refuser des clients parce qu'on ne trouve pas ces personnes-là. Donc voilà. On va revenir sur ce point, parce que peut-être qu'on va pouvoir trouver des gens aussi qui vont vouloir faire ça, mais il y a un... et moi je relayerai ça avec grand plaisir, surtout une fois que vous allez avoir expliqué tout ce que vous êtes en train d'expliquer. On va revenir sur cette culture produit, ça je trouve que c'est un truc qui se voit dans votre produit. Du coup, bon, ça fait un peu Inception, mais c'est un peu méta, mais il y a un vrai truc là-dessus. Mais avant ça, pour être très concret, pour que les gens se matérialisent, qu'est-ce qu'ils vous demandent, là, ces clients, ces prospects potentiels, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec, en fait? C'est quoi les trucs qu'ils veulent faire? Aujourd'hui, vous avez des exemples précis. Aujourd'hui, c'est principalement des cas d'usage internes de l'entreprise. On va par exemple avoir Enedis qui l'utilise pour la gestion des interventions sur les catastrophes naturelles. Donc ils ont créé un logiciel qui remplace pas mal d'Excel et de process mail qu'ils avaient auparavant, qui va permettre de, avant une catastrophe naturelle éventuelle, prévenir tous les prestataires qui pourraient intervenir sur les chantiers. Ensuite, ils vont avoir une interface pour ces personnes-là, pour qu'ils puissent savoir où est-ce qu'ils doivent aller, quand est-ce qu'ils doivent y aller, si jamais il y a une catastrophe naturelle. Et pour pouvoir faire un compte-rendu d'intervention et ensuite générer la facturation en fonction du temps qu'ils y ont passé, du matériel qu'ils y ont alloué, etc. Et puis aussi une interface pour les clients qui ont été coupés pour qu'ils puissent sur leur smartphone déclarer qu'ils n'ont plus d'électricité et qu'il faut venir les aider. Donc on rentre aussi du coup dans cette approche produit, dans cette approche persona. On a vraiment 3 personas différentes que sont Enedis en interne pour gérer tout l'événement climatique, que sont les prestataires d'Enedis pour aller sur le terrain et que sont les clients finaux pour dire j'ai plus d'électricité, venez m'aider. Ça, c'est un premier cas d'usage. Un deuxième cas d'usage, c'est... Attends, juste une petite question là-dessus. Comment ils faisaient avant? Ils envoyaient mail, Excel. En fait, c'est vraiment... ils avaient un process qui était basé sur des mails. Donc, il y avait quelqu'un qui était responsable d'envoyer les mails, lire tous les mails qu'il allait recevoir, tout ça. Et ils allaient remplir plein de feuilles Excel. Et puis, les modifier, les regarder. Et elles n'étaient pas liées entre elles, quoi. Nous, ce qui est bien dans un logiciel, c'est qu'on souvent... par exemple, si j'ai une entreprise qui a des clients... en allant sur la fiche de l'entreprise, je vais voir tous les clients de l'entreprise, ou en allant sur le client, je vais pouvoir avoir toutes les informations de son entreprise. Dans ZD Excel, tu sautes d'un onglet à l'autre et tu perds de l'info, ou sinon tu fais des lookups, tu peux toujours faire des choses, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et là, en fait, ils ont pu réunir toute l'information, toute leur valeur qu'ils avaient disséminée dans des fichiers un peu séparés, dans différents outils, au sein d'un unique outil pour faire collaborer des catégories d'utilisateurs différentes entre elles. En réalité, ils ont remplacé pas mal de feuilles Excel, pas mal de mails, mais surtout pas mal de temps passé à gérer les ponts entre les mails et les Excel.
puisque pour passer d'une intervention d'un prestataire à sa facturation effective, il fallait qu'ils passent des emails qu'ils aient envoyés, qu'ils leur renvoient un mail pour savoir combien de temps ils avaient vraiment passé, puis qu'ils reconsignent ça dans un tableau Excel, puis qu'ils en fassent un Word de facture, etc. etc. Donc c'est tout ce temps passé par les équipes qui est remplacé par un logiciel créé par XAR sans coder en quelques jours, quoi, voilà. Et ça, quand on est dev ou qu'on entreprend un peu dans le numérique depuis un petit moment, on se dit que ça n'existe pas, que c'est pas possible. Bien sûr. Et même eux, ils se disent mais comment on a fait maintenant qu'on a ça pour faire comme on faisait avant, quoi. Comment c'est possible, enfin comment c'est possible de le faire en quelques jours, tu veux? Ah non, mais les deux. Comment c'est possible de passer à une nouvelle version en quelques jours, et aussi comment on a fait pour perdre autant de temps pendant si longtemps avant de réagir, quoi. Ouais. Moi, je développe l'outil et Benoît-Marie vient me voir et me dit bon bah on va faire ça pour Enedis, il faut faire telle feature, ils partent de ça, et je dis enfin c'est quand même une belle boîte Enedis, c'est sûr, nous on est hyper fiers de travailler pour eux et de travailler avec eux, et je me dis mais comment ils ont fait pour garder ce process si longtemps, et en fait des process comme ça il y en a plein dans plein de boîtes, et donc nous on essaie de dire coucou, on existe, transformez-vous, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment, vous faites bien de le rappeler. D'ailleurs, on a pas mal évoqué ce sujet dans un épisode, 2 épisodes avant, là, celui qu'on enregistre, autour des process avec Xavier. Donc ça fait vraiment écho à ça. Et je pense que moi je suis assez convaincu, parce que nous maintenant on met ça un peu dans le terme des ops, quoi. C'est-à-dire c'est tous ces process et tout ce truc qui est encore énormément manuel, qui n'est pas numérisé. C'est fou, quoi. Enfin, il y a tellement de temps à faire gagner aux gens que, tu vois, pour moi, elle est là, la révolution du no-code, en tout cas. Enfin, moi, en tout cas, c'est celle qui me parle. Peut-être un autre petit exemple rapide. Ouais, vas-y. Pour une PME cette fois-ci, qui gère tous ses employés. Donc, qui ont fait un espace personnel pour la gestion de tous leurs employés, de tous leurs assets, c'est-à-dire que ce soit leurs abonnements au SaaS, que ce soit leur pelleteuse, en l'occurrence c'est une boîte de BTP, donc leur pelleteuse, qu'elle soit louée ou achetée, leur voiture de fonction, leur camion de fonction, et aussi tout ce qui est gestion des stocks de manière générale, pour tout avoir sur une seule interface, et pour pouvoir faire matcher un chantier avec des hommes et des machines, et pour pouvoir ensuite calculer la rentabilité de l'ensemble, pour pouvoir gérer les stocks de carburant, les stocks de gravier, etc. Et donc ils ont réussi à faire un ERP assez complet pour toute leur entreprise, et surtout qui correspond à leur expérience, c'est-à-dire qui correspond à ok, le matin j'arrive, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir devant les yeux et comment j'ai envie de le traiter. Et c'est ça qui leur fait gagner le plus de temps aujourd'hui, en fait. Et ils sont en capacité de le modifier, de le mettre à jour. Alors ça, ce qui est fou, c'est que c'est quelqu'un dans l'entreprise qui a directement implémenté tout le logiciel. Donc là, on n'a pas eu besoin de faire appel à... Quel était le profil de cette personne? Quelqu'un qui a une très grosse appétence pour tous les outils, mais qui n'est pas dev. Mais c'est quelqu'un qui était déjà très sensibilisé à des outils, c'est-à-dire qu'il utilisait déjà Zapier, par exemple. Donc, Ok. Ah, c'est un bon point. Parce que justement, ça nous amène peut-être... bon, après, c'est le moment où c'est difficile de choisir les questions, plein de trucs, mais peut-être que vous allez redonner des exemples après. Alors, moi ce que j'ai envie que vous essayiez de faire, et évidemment, je renvoie encore une fois les gens à regarder la démo qu'on a fait ensemble, mais moi, j'ai envie de vous proposer l'exercice de décrire un petit peu comment ça marche. Tu vois, par exemple, alors là, c'est peut-être un exemple un peu compliqué, mais peut-être celui d'Enedis, je sais pas, ou je sais pas quel exemple, ou celui que vous voulez. Comment concrètement, tu vois, si j'arrive sur XAR, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que je fais, c'est quoi les actions que je fais? Parce que vous avez un vrai parti pris, tu vois, qui est intéressant, et c'est là où ça fait lien avec ce que tu t'as prononcé tout à l'heure, culture produit. Et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais pas spoiler et parler à votre place. Mais voilà, comment ça marche et pourquoi vous avez fait ces choix après, peut-être. Alors déjà, je vais commencer par le pourquoi on a fait ces choix. C'est parce que moi, j'ai aucune culture tech, donc j'y viens. On part de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'on part de « Ok, je suis un humain lambda, j'arrive devant une interface, comment je réfléchis ?» C'est-à-dire que moi, en tant que bûcheron, j'ai jamais fait d'études d'informatique ou de dev, j'ai fait un petit peu de WordPress, mais en me formant sur le tas et sur Internet. J'ai créé le produit en me disant « Si je veux suivre le cours de ma pensée sans penser base de données, sans penser API et sans penser interface chacun dans leur coin, comment je m'y prends ?» Et donc, c'est là qu'on est parti du concept de persona, c'est-à-dire que sur un logiciel, on peut avoir N interfaces différentes, N expériences utilisateurs différentes, et donc ces personas, par exemple, dans le cas d'Enedis, il y a le persona client, le persona fournisseur et le persona interne. Il pourrait y avoir plusieurs personas internes comme la compta, l'opérationnel, etc. Le mot persona, c'est un mot qui est pas mal utilisé en marketing, pas mal utilisé en product, et en fait, un autre mot qui peut décrire ça, c'est catégorie d'utilisateurs.
Comme on disait, sur un logiciel de gestion d'intervention, donc pour Enedis, il va y avoir un manager qui va être vraiment une catégorie à part, qui va être différent du technicien. Des rôles aussi. Exactement, c'est vraiment des rôles, et qui va être différent peut-être du client qui va recevoir le technicien chez lui, quoi. En fait, je pense qu'en tant que créateur d'application, on n'a pas envie de proposer la même expérience utilisateur à un client qu'à des collaborateurs internes. C'est-à-dire à quelqu'un qui va avoir besoin d'avoir une toute petite interface toute simple pour déclarer un incident et suivre la résolution de cet incident, que quelqu'un qui va devoir gérer tous les prestataires pour tous les incidents. On n'a pas envie d'avoir les mêmes informations et pas les mêmes interfaces, sinon c'est un petit peu dommage. Et donc c'est ça le parti pris, c'est de se dire, ok, on part des cas d'usage de nos utilisateurs par groupe d'utilisateurs et on leur fait leur interface qui est différente en fonction de ce qu'ils font dans la journée. Là, quand tu dis ça, parce qu'il y a un truc qui est hyper méta, qui est difficile, c'est que tu vois, quand tu dis ça, là, tu te places à la place de l'utilisateur de XAR. Tu vois, parce que je dis ça parce qu'on pourrait croire aussi que tu parles en tant que toi des utilisateurs qui vont utiliser XAR. Tu vois, ouais, ce que je veux dire, un peu un truc d'inception. Mais je le précise, mais juste là, c'est clair, tu vois. Enfin, ce que tu dis est très clair, quoi. Là, on est dans les chaussures de quelqu'un qui est devant son ordi, dans le logiciel XAR. Ouais, qui est en train de créer son logiciel. Voilà. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est très. Mais voilà, je le dis juste pour que les gens, parce qu'en plus, à l'audio, c'est pas forcément évident, mais c'est très intéressant. Moi, je trouve qu'il y a un côté passionnant là-dedans. Tu crées un logiciel pour faire du logiciel, quoi. Et oui, c'est ça, c'est de l'abstraction pure. Et en gros, on est bien dans la même application, on est bien dans le même logiciel, avec plusieurs donc interfaces utilisateurs différentes, mais on travaille sur les mêmes données, simplement on ne va pas les présenter de la même manière. C'est-à-dire que quand le client déclare un incident, on a envie que la personne en interne soit au courant qu'il a déclaré un incident, et qu'il voit la liste de tous les incidents de tous les clients. Pour autant, le client, on a juste envie qu'il voit ces incidents présentés d'une certaine manière. Et donc ça permet de faire des interfaces avec des droits et des présentations de la donnée différentes, mais on travaille bien sur les mêmes données présentées différemment. C'est ça le sens de l'histoire. Ensuite, on va travailler sur des user stories, donc des histoires qu'on va raconter pour que l'utilisateur utilise le logiciel. Donc d'abord, il va avoir accès à telle page, il faut poser de tels éléments et qui est disposé de telle manière. Ensuite, il va déclencher telle action, par exemple un envoi de mail, il va déclencher un envoi de SMS, il va déclencher un remplissage de documents automatisé, il va déclencher une signature électronique, il va déclencher du paiement. Enfin, voilà, on raconte une histoire séquentielle avec des branches. C'est-à-dire, s'il se passe ça, alors on va aller là, s'il se passe ça, on va plutôt aller là. Et donc, c'est ça l'histoire qu'on raconte. C'est, ok, en tant qu'utilisateur, d'abord je vais là, puis je vais là, puis je vais là, puis j'envoie un mail, puis etc. On a vraiment voulu... donc dans tout logiciel, il y a ce qu'on appelle des workflows, c'est-à-dire des successions d'étapes qui emmènent l'utilisateur d'un point A à un point B. Et d'un point de vue tech, si moi j'avais dû faire le logiciel en tant que bon ingénieur, j'aurais sûrement fait quelque chose à la Figma, donc un logiciel de design, où on crée des pages, puis on place des boutons sur les pages, puis après on fait les liens entre les boutons et les pages. Comme Bubble, comme beaucoup d'outils no-code. Bien sûr. Benoît Marie, il a dit non, on fait pas ça. Un logiciel, c'est une étape puis une autre, donc j'ajoute des étapes en décrivant quel va être le parcours utilisateur de mon client, la user story comme on l'appelle dans le product, et ensuite on va paramétrer ces pages. Enfin, c'est un peu en même temps, mais c'est vraiment, on définit l'expérience utilisateur, puis on modèle ces pages, mais toujours en ayant en tête, ok, mon utilisateur, il va passer par telle étape, puis telle étape, puis telle étape. C'est intéressant parce que c'est là où on se rend compte que tu vois, ce background, ton histoire prend du sens. Moi, j'aurais fait pareil. Enfin, et puis, tout le monde fait un peu ça, c'est-à-dire ce triptyque, tu vois, le design, la base de données, les données, et puis la logique, quoi. Et encore pas plus longtemps qu'il y a un mois, Webflow a fait grande annonce où ils ont annoncé qu'ils allaient apporter la logique puisqu'ils font déjà très bien le design et aussi un peu les données. Et en fait, vous avez, c'est même pas un twist, vous avez proposé une autre version de ça, un autre paradigme quelque part. On est parti de ça. Ouais. Et je trouve ça vraiment très intéressant, quoi. Et ce truc, et donc du coup, vous avez calqué, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous êtes inspiré en tout cas du design produit, le l'UX, etc., avec ces mots de persona, de user stories. Et du coup, moi je vois les gens dans la communauté qui utilisent déjà un peu XAR, comme Florent par exemple, qui est à la base PM, tu vois, ça paraît logique que du coup ça lui parle, cette approche-là, puisque ça va reprendre des concepts avec lesquels il est familier, quoi. Et puis moi je trouve que c'est quand même assez intuitif. Puisque c'est comme ça qu'on agit dans la vie. C'est d'abord je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça de telle manière. Là c'est pareil, je veux que mon utilisateur d'abord il fasse ça, puis il fasse ça, puis il fasse ça de telle manière, de manière très visuelle. On va placer des champs à l'intérieur qui vont récolter des données.
ces données, une fois qu'elles sont récoltées, je veux les afficher sous forme de tableau, de Kanban, de data visualisation, etc. Plutôt dans ce sens-là. D'abord, j'imagine le parcours utilisateur et ensuite, j'utilise cette donnée pour l'afficher. Et c'est pareil, dans ma tête, d'abord, je prévois ma journée, je prévois comment elle va se dérouler, qu'est-ce que je vais rencontrer, etc. Et une fois que j'ai rencontré ces personnes, je compute ma donnée, ça m'aide à évoluer dans mes pensées, etc. Voilà, c'est pareil. D'abord, je raconte l'histoire de l'utilisateur, j'essaye de voir à quel point, j'essaye d'imaginer ce qu'il va faire sur son interface. Ça va générer de la donnée que je veux lui afficher ensuite pour qu'il puisse l'utiliser. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai essayé de le penser. Non, c'est hyper intéressant et c'est, le fait que ça soit différent des autres, tu vois, c'est bien évidemment. Moi, je pense que c'est toujours intéressant d'être singulier, mais il y a une vraie raison, quoi. C'est pas juste on va faire un autre truc et puis en fait c'est nul parce que des fois les autres ont raison, quoi. Un autre truc qui nous rend bien singulier, c'est aussi la volonté de faire des outils métiers internes qui parlent directement au métier. Et tout dans XAR. Un des pain points qui nous avait été remonté beaucoup au début et toujours maintenant, c'est j'en ai marre d'avoir 10 outils. Sur XAR, par exemple, on a intégré directement la génération de PDF. Donc on peut choisir un template de PDF et le remplir. On peut choisir un template de docx et le remplir avec des variables qui ont été récupérées via un formulaire. Et tout ça, c'est vraiment des choses qui facilitent la vie énormément de nos clients. Et c'est vraiment dans notre ADN de développer les briques qui vont vraiment faire gagner beaucoup de temps à nos clients et qui sont très métiers, quoi. Plutôt que de passer par un Google Doc qu'on va venir remplir, puis il faut mettre quelque chose dans l'URL, ça passe sur Integromat, ça récupère dans un autre endroit. Ceux qui comprennent savent. Mais c'est vrai que les habitués du no-code nous disent en fait, c'est cool parce qu'on a tout sous la main et tout a été pensé pour que ce soit vraiment sous la main et qu'on ait en quelques clics le workflow qu'on veut sans que ce soit connecté à 10 000 outils et qu'on doive vérifier ces connexions et faire en sorte que tout fonctionne bien tout le temps. Et on l'a pensé d'un point de vue besoin utilisateur en allant dans les entreprises, en essayant de rencontrer les personnes qui allaient s'en servir, pas d'un point de vue créateur, mais d'un point de vue utilisateur final. Et donc on est plutôt mets tes bottes et va voir du métier que branlette intellectuelle d'ingénieur. C'est un peu vulgaire ce que je dis, mais c'est vraiment ça. On part du besoin métier avec justement de la génération et du remplissage de docx. Ça peut paraître très vieux jeu, mais en fait on en a beaucoup besoin pour faire des factures, des devis, des étiquettes de code barre, tout et n'importe quoi. Surtout dans les entreprises, quoi, parce que des fois on a tendance un peu, je pense, dans la communauté no-code aussi à beaucoup regarder du côté des startups et à rêver de faire des plateformes, des Airbnb, etc. Mais franchement, le besoin, en fait, il est là, quoi. Il faut aider des gens à plus avoir à écrire des étiquettes à la main, quoi. Franchement, c'est hyper concret, quoi. Ça, c'est plus avoir à faire de publi-postage. C'est clair. Juste le mot publi-postage et quand même, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent même pas. Mais dans nos clients, on a l'armée. Bon, de toute façon, c'est sur notre site, donc on peut le dire. Ils passaient des journées à partir d'un Excel et à remplir un docx et à faire à la main, copier, coller. Juste des journées. Et nous, on est arrivé, on leur a mis un logiciel en place et ça divise le temps. Je sais pas par combien on avait le chiffre, mais voilà, quoi. Maintenant, c'est juste automatique. Donc, il y a une personne qui appuie sur un bouton et c'est fait, quoi. Ouais, non, mais je pense que ça, vous allez avoir de plus en plus de cas d'usage comme ça. Peut-être vous en avez d'ailleurs boucler là-dessus sur ce point-là, mais de process papier à leur version numérique. Et je sais pas, est-ce que vous avez déjà des trucs vraiment flagrants, peut-être c'est des exemples que vous avez donnés, et est-ce que vous avez mesuré peut-être le temps gagné? Parce que je pense que ça, c'est un vrai facteur. Tu vois, d'ailleurs, l'autre fois, on avait reçu les gens de Workato, ils avaient fait une démo, et apparemment, donc, ils nous ont, par exemple, leurs prix sont pas affichés, tu sais pas, donc tu te doutes que ça va être cher, mais apparemment, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent un moment avec leurs clients à évaluer le temps qu'ils vont gagner en automatisant. Et je trouve ça assez malin parce qu'en fait, ça peut être un argument de vente hyper puissant, quoi. Dire, bon, ton abonnement Workato, je sais pas, 1 000 € par mois, j'ai aucune idée combien ça coûte. Mais si t'en font économiser 5 000, je veux dire, tu te dis 5 000 de temps homme ou je sais pas, Et puis il y a aussi, au-delà de ça, il y a une mesure qu'on peut pas encore avoir, c'est la mesure de la procrastination. C'est-à-dire quand on va faire un processus qui nous paraît un peu énervant, long, complexe, par exemple, qui fait intervenir un Excel, puis un docx, puis transformer ce docx en PDF, et puis le mettre dans un mail, etc. Quand on imagine déjà dans sa tête de vouloir faire ça, en fait, on va passer un temps fou à pas le faire. C'est vrai ça. Alors que quand on clique sur un bouton et que ça suffit pour le faire, en fait, on n'aura plus ce délai de procrastination. Ouais. Donc, si on inclut la procrastination, je pense que parfois on peut gagner beaucoup de temps, quoi. Ça, c'est très vrai. Et moi, j'ajouterais même un truc aussi, c'est plus on fait un truc chiant, plus on est prône à faire des erreurs, je pense.
Complètement. Notamment des copier-coller, des choses un peu mécaniques. Et ça aussi, ça peut être du temps perdu, ça peut même avoir des conséquences. Des fois, un mauvais copier-coller, t'envoies pas la bonne facture à quelqu'un, bon, il peut y avoir des problèmes, quoi. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez des exemples peut-être de choses comme ça? L'armée, on leur fait, en fait, de temps en temps, ils devaient remplir plein de documents d'un coup. Je crois qu'on leur a fait gagner une semaine homme, un truc comme ça. Ouais, c'est 8 jours hommes par an. Alors, par processus, en gros, ça prenait à peu près 8 jours d'aller chercher dans la base de données les bonnes informations, les remonter dans un tableau Excel, les faire valider, ensuite les mettre dans un docx, les faire valider, etc. C'était à peu près 8 jours par processus. Et là, maintenant, ça prend, avec toutes les validations, etc., on pourrait peut-être compter 1 heure, quoi, parce qu'il y a quand même la notion de ok, je le génère, ensuite ça va faire valider au supérieur hiérarchique, qui lui va faire valider au supérieur hiérarchique, ça revient à la personne, ok, c'est bon. Donc il y a quand même cette notion là de temps entre le moment où je fais valider et le moment où la personne valide, mais c'est sans commune mesure. Ça, c'est le temps de l'exécution du cycle, du workflow. Il y a un peu d'interaction, donc forcément on peut pas tout gommer. Mais par contre, chaque personne, ça lui prend peut-être 1 minute d'aller cliquer, c'est ce temps, c'est cette synchronicité finalement. Mais bon, ça, c'est pas vraiment, ça compte pas en termes de prix, de trucs économisés. Non, c'est hyper intéressant. Et après, il y a beaucoup de process aussi qui, avant, devaient marier plusieurs outils, mais qui se parlaient pas très bien. Qui, du coup, nous, on vient prendre toutes les fonctions de ces outils pour en faire un seul sur notre plateforme. Et donc, tous les ponts qui devaient se faire à la main avec un humain, de copier-coller, de choses comme ça, en fait, n'existent plus. Et là, on fait vraiment gagner des heures par jour. Et justement, en incluant la frustration, c'est vraiment... Je pense que ça peut se compter en 3-4 heures par jour, quoi, assez facilement. Parce que là, on parle du temps gagné d'une automatisation, mais il y a aussi le temps gagné de passer par du no-code et de passer par XAR en plus. Et donc ça, c'est sans commune mesure, parce que créer un logiciel, tous ceux qu'on dev le savent, ou tous ceux qu'on fait dev, c'est le très, temps très long. ou l'argent, et la modification. Et surtout que beaucoup d'entreprises passent par des prestataires et n'ont pas forcément la main après sur le code source ou même les compétences pour pouvoir le modifier. Nous, même si certains de nos clients passent par des prestataires aussi pour être accompagnés, comme le no-code est assez simple et qu'on a vraiment créé notre logiciel pour qu'il soit très facilement pris en main, c'est facile pour eux de modifier. La création, il y a souvent un petit step de product management qui n'est pas gagné pour tout le monde, ou qui est même des fois pas possible, ou ils demandent d'être accompagnés là-dessus. Sur la modification, très vite, ils peuvent prendre la main et modifier ce qu'ils veulent pour ajouter une étape, modifier des titres. Et je reprends un exemple très concret d'un usage quotidien. Un commercial un jour qui m'avait dit avant, moi, mon CRM ne parlait pas avec mon outil de devis, facture et bon de commande. Avec XAR, maintenant, j'ai mon CRM qui me permet de générer des devis, des factures et des bons de commande en un seul clic et très rapidement. Et vraiment, avant, je mettais au moins 3/4 d'heure à me dire « Attends, il faut que je fasse ce devis. Attends, il faut que je fasse cette facture. Ah, mais je l'ai pas fait. Attends, je vais le mettre dans mon agenda parce que là, j'y ai pas pensé parce que juste c'était une trop grosse marche parce que j'ai pas envie de le faire. » Et là, juste en cliquant sur un bouton dans un tableau, ça le fait tout seul. Donc, j'ai même une satisfaction à le faire et donc je gagne ces 3/4 d'heure à chaque fois que je veux faire un devis ou une facture. Voilà. J'avais trouvé ça assez marrant. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'en pas plus tard qu'hier, j'ai eu un assez long call avec Erwan où on parlait on est en train de mettre en place un CRM pour contournement, pour notre activité B2B, qu'on fait avec Airtable du coup. Homemade. Et voilà, on le fait à la main, on a des besoins très limités, et forcément, donc on forme à Airtable, etc. Mais tu vois, là, ce que tu dis là, en fait, des fois, quand même, je me dis, peut-être que, très franchement, sur un exemple comme ça vaudrait plus le coup de passer par vous, en réalité. Tu vois, parce que notamment, c'est ce qui me fait vraiment penser à ça, c'est notamment la génération des factures, où nous, on doit, du coup, évidemment, passer par une automatisation Zapier et Formstack ou DocuPilot, ou je sais pas qui, on n'a même pas décidé, on va devoir aller choisir déjà cet outil, ça nous prend du temps. Alors, nous, en quelque sorte, ça fait partie de notre veille aussi, mais ça fait écho, je veux dire, toutes les boîtes, de toute façon. En fait, de mon point de vue, donc Airtable, Stacker, tous ces outils, sont très bien justement pour faire des MVP, pour faire des premières étapes, pour créer des premières versions de quelque chose qu'on veut utiliser au quotidien, pour se donner une idée de ce que ça peut donner in fine. Et en fait, on va aller sur XAR au moment où on se dit bon, maintenant j'ai besoin d'un truc sérieux, d'un truc qui respecte des standards de sécurité, d'un truc qui respecte les DSI tatillons, qui respecte et qui soit tout intégré, c'est-à-dire qui n'ait pas besoin de faire des Zapier et des intégromates dans tous les sens, même si on est connecté à Zapier et Integromat, bien entendu, parce qu'on a besoin de tout l'écosystème des autres apps aussi. Et puis c'est très important de connecter les apps entre elles. Mais voilà, je pense qu'on peut commencer effectivement sur Airtable, sur Stacker, sur tous ces outils pour
vraiment pour le début. Et une fois qu'on est prêt à faire un produit qui va aller à l'échelle, qui va être scalable et qui va être robuste, là, on peut passer sur Xar. Voilà. C'est un peu comme ça que je le vois. Je vais rebondir sur ce point. Tu voulais dire quelque chose dans les yeux? Ouais, sur la charge mentale. Parce qu'on parlait un peu des différenciateurs et de pourquoi on a fait Xar. On a vraiment aussi fait Xar pour enlever la charge mentale liée au développement logiciel, qui est, enfin, toute celle qui n'est pas liée au je veux que mon utilisateur il gagne du temps dans sa vie, quoi. Je veux résoudre mon problème métier et voilà. Et donc, dans beaucoup d'outils no-code, il faut être designer, ou en tout cas avoir des compétences en design. Il faut avoir une vue API, une vue base de données. Et nous, on a vraiment essayé de faire des partis pris forts, notamment sur le design. Quand on choisit un bouton sur Xar, on peut choisir s'il prend toute la largeur ou s'il s'adapte au texte. Et sa couleur. Et sa couleur, on peut aussi choisir la couleur. Mais voilà, c'est deux petits... Enfin, les paramètres graphiques sont... On les a vraiment diminués pour qu'il n'y ait pas de charge mentale. On a fait des tests au début. Exactement. Finalement. Au début, on pouvait choisir la hauteur, la largeur, en pixels, en pourcentage, en plein de trucs. Et en fait, les gens perdaient du temps à faire ça. Et ils avaient une charge mentale non nécessaire à résoudre leur problème qui était je veux un logiciel qui satisfait mes besoins métiers. Et surtout, ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand on fait des éléments préconfigurés qui sont beaux graphiquement, il y a beaucoup plus de satisfaction de celui qui crée le logiciel parce qu'il va faire tout de suite un logiciel qui est joli et qui lui plaît. Et donc c'est comme la personne qui tond sa pelouse, qui voit une pelouse complètement haute avec plein de ronces, etc. Une fois qu'il a tondu, il est très satisfait d'avoir une pelouse toute propre. Mais là c'est pareil, quand on fait des éléments préconfigurés qui sont jolis, on va créer son logiciel et on va se retourner et dire ah ouais c'est beau quand même, je suis content de ce que j'ai fait. Là où sur d'autres outils no-code, quand on va devoir avoir la charge mentale du graphisme, on va très vite, par manque de sens de l'esthétisme, par manque de compétences en graphisme, etc., faire des choses pas forcément qui nous paraissent pas très jolies. Moches, il faut le dire. Non, mais c'est vrai, malheureusement, enfin, pas malheureusement, c'est designer aussi, c'est un métier. C'est un métier. Donc il faut aussi respecter ça, je trouve. Et tout le monde ne peut pas s'improviser designer. Moi, le premier, je suis très très nul là-dedans. Et donc, et franchement, enfin, vous faites bien de rappeler vraiment ce point-là. Moi, j'irais même plus loin. Je pense qu'il faut empêcher quelque part les gens de se perdre. Alors c'est un peu moins le cas des gens qui créent des outils internes, mais tu vois souvent les gens qui veulent lancer des prototypes, qui ont une idée, ils se perdent à choisir la typo, la couleur et tout, on va leur dire mais en fait on s'en fout, tu vois, c'est pas ça le sujet, tu vois, c'est charge mentale. Va vite vérifier que ton idée elle est bonne, tu vois, parce que la couleur ça va rien y changer, tu vois, si ton idée elle est pas bonne. Le nom de la startup. Voilà, ça, le logo, les trucs, donc et ça il faut presque empêcher en quelque part les gens, dire voilà il faut aller vite, donc ça c'est important et c'est encore vraiment plus vrai. On peut imaginer dans des contextes un peu, tu veux faire un produit B2C, pardon, doit être un peu joli, bon ok, tu vois, mais dans un contexte d'outils internes, ce qu'il faut c'est que ce soit propre, joli, en tout cas, comme tu dis, avec des éléments qui sont préfaits, mais ça n'a pas besoin d'être singulier en termes de, c'est pas grave si tout le monde a les applis elles se ressemblent toutes, ce qu'il faut c'est qu'elles fassent par contre le taf, comme on disait tout à l'heure, qui économise du temps aux gens, qui numérise un process, quoi. Là, c'est vraiment un enjeu. Et qui apporte pas de problème. Nous, vraiment, on a, sur les premières versions de Xar, où on a voulu tester des choses et mettre beaucoup de paramètres customisables, quoi. C'était... on a créé des problèmes à nos makers, quoi. Et quand on les a enlevés et qu'on a dit, maintenant, ça va être beau jour 1, clic 1, c'était tout de suite, c'est mieux maintenant. Ouais. C'est un très bon retour. Et puis, c'est tout à l'heure, j'y ai pensé. Il y a une maturité technique qui nous a permis de créer Xar, notamment les technos qu'on utilise, toutes les possibilités du cloud, etc. Mais aussi une maturité en tant que product. Ça fait un moment maintenant qu'il y a des SaaS qui se créent, qui commencent à... l'état de l'art de comment on fait des sites qui marchent et qui répondent aux besoins des utilisateurs et qui ont une belle expérience utilisateur, quoi, intuitive. Il commence à bien être rodé. Et donc, c'est aussi ça. On a pu créer, nous, un outil en ayant en tête les, 10 années, les 10 dernières années qui ont vu émerger beaucoup de jolis logiciels. Oula, j'ai eu du mal. Non, carrément. Non, mais c'est tout cet enjeu autour du design et de l'UX, quoi, finalement. Pas confondre aussi le côté joli et le côté accessible, parce que l'UX, en tout ça. Mais justement, revenons juste sur un dernier petit point. Après, on va arriver sur la conclusion quand même, parce que le temps passe vite. Mais tout à l'heure, tu as évoqué un point peut-être un peu plus technique, mais tu vois, la maturité, on va dire, des technologies qui ont permis tu vois, l'émergence d'outils no-code solides. Peut-être en prenant votre exemple, tu vois, est-ce que tu as envie d'élaborer un petit peu là-dessus
Ouais, carrément, je peux. En 2008, donc nous, on a levé de l'argent avec des investisseurs particuliers. Un de nos investisseurs... Pas en 2008, cet été. 2008, pas 2008, pardon. Pas en 2008. On a bien débuté en 2018. En 2008, justement, l'état de la technologie n'était pas le même. Il y a un de nos investisseurs qui, en 2008, déjà avait des outils no-code. Un des outils no-code qui était créé en 2020, un outil qui s'appelle notamment QuickBase. Et en fait, il commençait à avoir de sérieux problèmes parce que ils sont basés sur des très vieilles technos et donc ils ont dû faire des migrations énormes. Et notamment le fait de rendre scalable, que ce soit les bases de données, les serveurs, donc tout ce qui passer à l'échelle. Exactement. Tout ce qui est sous-jacent, quoi. Exactement. Aujourd'hui, avec la puissance des cloud providers, nous, on est chez un cloud provider français qui s'appelle Scaleway. Et c'est vraiment... Aujourd'hui, on tient un peu à ça. Il y a beaucoup d'entreprises pour qui c'est très important d'être hébergé en France sur des serveurs qui peuvent être agréés, données de santé, des choses comme ça. Ça appartient à Online, non, Scaleway? Non. Ça appartient à une plus grosse boîte, non? Je crois qu'ils sont quand même très indépendants, mais c'est possible que ça appartienne à une plus grosse boîte. Il y a un truc, mais bon, enfin, c'est un très bon hébergeur. C'est un très bon hébergeur. Et donc, aujourd'hui, l'émergence, en fait, de services qui nous permettent de ne pas acheter, grosso modo, un bar métal, une partie d'un data center. Parce que là, c'est pas... Ouais. Donc, en fait, avant, il y a longtemps, hein, quand même, maintenant, ça fait un moment qu'on peut commencer à héberger des serveurs, donc c'est-à-dire des gros ordinateurs qui font tourner du code, et c'est ce code-là qui va permettre d'envoyer les pages web ou de faire tourner la logique qui va faire en sorte que des données soient enregistrées ou que la facture soit générée. Enfin voilà, c'est juste des ordinateurs qu'on dit dans le cloud, c'est-à-dire qu'on nous voit pas. Sur Internet, quoi, qui sont accessibles. C'est pas ton ordi chez toi dans ton bureau. Exactement. C'est dans un data center. Mais ce que tu veux dire, c'est qu'avant, tu devais louer tout le serveur en métal, vraiment le Exactement. truc. Et surtout installer des technologies dessus, les maintenir, les faire évoluer. Et donc en fait, c'était déjà un temps qui était nécessaire. Donc il fallait des développeurs, même des administrateurs système. Exactement, des administrateurs système. Il fallait de l'argent, ça coûtait cher. Il fallait de la compétence, il fallait faire évoluer. Et le passage à l'échelle, c'est-à-dire que aujourd'hui, on veut mettre XAR aux États-Unis, c'est quelques clics. C'est pareil en Asie. Avant, c'était pas du tout ça. Parce que tu prenais, par exemple, tu pouvais prendre un deuxième serveur. Mais prendre un deuxième serveur, ça va pas marcher tout seul, quoi. Généralement, tu peux configurer les ponts, le load balancer, n'importe quoi. Enfin, donc, ouais. Tu étais obligé de faire tout un tas de configurations qui étaient spécifiques à la région que tu voulais ouvrir. Et aujourd'hui, en fait, ça, c'est natif. Chez donc les cloud providers, j'ai utilisé ce mot-là, c'est par exemple Amazon Web Services. Nous, on est chez Scaleway. Et donc, c'est des gens qui mettent à disposition des services qui permettent d'héberger du code, d'héberger des technologies un peu plus poussées. C'est intéressant parce que c'est un peu la même chose qu'on voit dans le no-code. C'est une question d'abstraction, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils ont abstrait. C'est eux qui ont les serveurs en métal, ils en ont plein. Et eux, au-dessus, te proposent une interface virtuelle. Et toi, tu sais pas, en fait, ton application, si elle tourne sur 1, 2, 12 serveurs, ça te change rien. C'est ta facture qui change, quoi. Exactement. Non, mais vraiment, ils ont fait le travail que nous, on est en train de faire, c'est-à-dire comment on fait pour créer des logiciels sans voir en fait le code qui est généré derrière. Donc, chez XAR, on génère pas exactement du code, on génère des fichiers de configuration qui sont interprétés. Mais pour résumer... Non, mais c'est intéressant aussi, hein, cela dit, mais bon. Oui, mais en gros, effectivement, juste sur ce point-là, effectivement, la maturité technologique permet aussi maintenant de ne plus générer de code. C'est-à-dire qu'on permet de créer des logiciels qui ne génèrent pas de code, qui génèrent juste des fichiers de configuration qui sont lus par un navigateur. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça permet une modification instantanée. Enfin, ça permet des tas de choses qui permettent l'expérience utilisateur et l'utilisation au quotidien de ces plateformes beaucoup plus agréable, pratique et fonctionnel, ce qui était beaucoup moins le cas avant, en fait. Le code périme, toujours. C'est pour ça que nous, on ne stocke pas du code. C'est-à-dire que, par exemple, un fichier WordPress, au bout d'un moment, quand on fait un WordPress, au bout d'un moment, il est compilé et on va avoir une page web. Nous, on va stocker un fichier de configuration et après, notre intelligence, ça va être de créer, en fait, les robots, les petits moteurs qui vont transformer ce fichier de configuration en jolie interface ou en workflow, donc scénarios qui vont s'effectuer sur des serveurs. C'est-à-dire, on va pouvoir envoyer un mail automatiquement qui a la bonne configuration. Dans on va le pouvoir back-end, générer. quoi. Un peu dans les coulisses, quoi. Ça, c'est... Exactement, derrière, un peu sur un ordinateur. Et on peut peut-être revenir 2 secondes chez ma tante, parce que je crois qu'on n'a pas donné l'explication. Ah oui, mais c'est bien, comme ça les gens vont attendre toute la fin. Non, mais on va y venir justement, peut-être ça va être un petit peu ça la conclusion. Ça m'intéressait un peu ce petit aparté technique aussi, parce que je trouve que c'est important d'évoquer ça, tu vois. Enfin,
comment la technologie nous amène aujourd'hui. Mais par exemple, aujourd'hui, quelque chose qui n'était pas possible de faire avant, c'est on peut créer des serveurs, donc comme si on rajoutait un ordinateur comme ça, à la volée dans ma chambre, pouf, un ordinateur de plus, vraiment facilement. Bon, faut s'y connaître, mais c'est possible. Alors qu'avant, c'était pas possible. Et ça nous permet quoi ? Ça nous permet d'avoir 1000 utilisateurs qui arrivent un matin sur XAR, et on va pouvoir créer l'ordinateur de plus qui va permettre à ces utilisateurs d'avoir une expérience fluide, c'est-à-dire un serveur, il est toujours limité en capacité d'utilisateurs qui viennent à la seconde, quoi, et on peut vraiment s'adapter aux usages. Et ça nous permet, et surtout dans le no-code, c'est très important, parce que nous, à chaque client qu'on a, il y a tous ses clients à lui. Exactement, voilà, c'est ce que j'allais souligner, c'est-à-dire que tu as certes les utilisateurs de XAR, mais tu n'es jamais à l'abri, même tu as envie que tes clients, tes utilisateurs, ils aient une application qui d'un coup devienne très populaire. Bon, on est sur l'outillage interne, donc c'est quand même différent, mais ça ne change rien. Si un de vos clients a plein d'utilisateurs, parce que c'est une très grosse société, ce qu'on vous souhaite, et vous devez, pour eux, ça doit être transparent, parce que ça, vous leur promettez. Enfin, a priori, je suppose. Et ça, par contre, c'est une super valeur ajoutée. Non seulement, il y a la partie visuelle, on en a pas mal parlé, mais vous leur proposez aussi l'hébergement, évidemment. Ça, c'est tout l'intérêt du no-code. Et donc, on revient à ce truc sous-jacent, quoi. Complètement. Et dans le no-code, souvent, on parle déjà du fait de créer des interfaces, des automatisations rapidement. Mais quand on crée un logiciel en dur, il y a aussi toute cette partie, le faire vivre sur la durée. Et ça, pour tous ceux qui le font, et nous, on le fait pour notre outil, ça prend du temps, c'est pas simple, et voilà. Ouais. Non, c'est clair. Moi, j'aime bien donner l'exemple, après, on va pas passer à la suite, mais de Webflow, par exemple. Alors, c'est un contexte différent. C'est des sites statiques, donc c'est quelque part un peu plus simple. Mais il y a des gens que j'avais interviewés, Myriam de l'Intendance, quand même, je l'ai cité dans, je ne sais plus quel épisode numéro 7, je crois, je commence à perdre le fil, mais elles sont passées sur TF1, et ça, c'est un peu le cauchemar de tous les hébergeurs. Moi, j'aime bien, je l'ai raconté plein de fois cet exemple, mais bon, quand même, tu vois, vous êtes quelque part aussi hébergeur, et tu as intérêt à avoir une solide infrastructure, parce que toi, ton client, tu lui as promis que quoi qu'il arrive, son application, elle sera online, quoi. Elles sont passées sur TF1. Bon, il n'y a pas eu de problème, puisque Webflow servit à toutes les pages. Mais bon, moi j'ai déjà travaillé dans une boîte, on est passé sur M6, et on savait que le serveur allait tomber. C'était ce qui est numérisation, etc. On avait fait un système pour que la page d'erreur permette de récupérer les mails, mais parce qu'on savait que ça allait tomber, quoi. C'était ingérable. Et c'est un truc incroyable. Enfin, je me répète un peu sur ce sujet-là. Ça coûte trop cher à gérer, en fait. C'est juste que pour ta boîte, là, c'est pour ça qu'on l'avait pas fait. On va pas le faire, ça va pas nous rapporter ce qu'il faut pour que... L'hébergeur, à l'époque, il nous avait dit, n'essayez même pas, en fait. Juste, on va augmenter un peu la capacité du serveur, c'est-à-dire un peu plus longtemps, jusqu'au moment où ça tombe, mais ouais. Et ça vaut pas le coup pour une soirée, quoi. Ouais, pour résumer, c'est vrai qu'avant, les anciens outils no-code étaient très bien vus pour faire des premières versions, des prototypes, parce qu'après, effectivement, il n'y avait pas cette scalabilité, puis pour plein d'autres raisons de génération de code, etc. Et donc aujourd'hui, avec ces technologies qui permettent de grossir en même temps que le nombre d'utilisateurs grossit, ça permet effectivement de faire des applications pérennes à grande échelle, no-code. Voilà. C'est ça la maturité de la technologie qui permet aujourd'hui au no-code d'être pertinent pour beaucoup d'usages, quoi. Et souvent plus pérenne que des logiciels codés, parce que nous, on mutualise, en fait, clairement. Évidemment. Et il y a un enjeu, on en a pas parlé, c'est tout un sujet, mais là on a parlé des performances, de la disponibilité, et puis il y a aussi l'enjeu de la sécurité, quelque part, où là c'est pour vous une certaine responsabilité, j'imagine, parce que du coup vous avez la responsabilité des données de vos utilisateurs. Par contre, c'est la même sécurité pour tous, quoi, quelque part. Et puis il y a un petit indice là-dessus, on travaille avec l'armée de terre. Ouais, mais voilà, tu vois, donc c'est le fait déjà, en fait, on va dire que l'utilisateur, votre client le plus, je sais pas comment dire, le plus, qui a le plus de risques, plus tatillon. Voilà, mais la sécurité pour tout le monde finalement, c'est-à-dire que tout le monde va bénéficier d'une sécurité de grade militaire, quoi, quelque part, donc c'est intéressant ça. Bon, comme les pubs sur Taboola. Ouais, exactement. Super, merci beaucoup pour tout ça, franchement, c'était passionnant. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui ? Donc à la fois physiquement, ça c'est, on va aborder finalement ce point-là quand même, et de quoi vous avez besoin, où est-ce que vous allez aussi, enfin un peu votre roadmap, voilà. Bah moi je vais parler du coup de chez ma tante et je laisserai Marwan sur la roadmap s'il veut bien. Donc ouais, chez ma tante c'est le Crédit Municipal de Paris, parce qu'un des ministres de Napoléon qui avait perdu au jeu
était venu déposer sa montre au Crédit Municipal de Paris, donc il donne des microcrédits contre des objets de valeur. Et quand il était revenu à la salle de jeu, tout le monde lui a demandé où est-ce qu'il était passé. Il a dit j'étais chez ma tante pour reprendre de l'argent. Et du coup, depuis, les monts-de-piété, donc les crédits municipaux, s'appellent chez ma tante. Et donc l'endroit où nous sommes, c'est dans Paris, dans le Marais, au Crédit Municipal de Paris, aussi nommé chez ma tante, ce qui peut être très drôle en termes de quiproquo sur le lieu de rendez-vous, par exemple. Et on invite tous ceux qui veulent. Donc, effectivement, nous, aujourd'hui, on cherche surtout donc, bien sûr, on développe commercialement et il faut qu'on fasse des efforts sur le marketing. On est en train de s'y mettre parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on était encore 2 en juin dernier. Et donc là, on a fait grossir pas mal l'équipe. Mais donc, on commence à se mettre bien en marketing et on va avoir pas mal de nouveautés. Vous avez recruté quelqu'un sur le sujet? Pardon, je t'interromps, mais c'est juste pas... On est en train de recruter quelqu'un, mais surtout, on travaille avec une agence dont on donnera plus d'infos bientôt. Mais voilà, et on met tout en marche pour faire une nouvelle version déjà du design et puis un nouveau site et un nouveau branding, etc. d'ici fin janvier. Donc on vous tiendra bien sûr informé. Et voilà. On a hâte de voir ça. Donc en petit sprint pour mettre tout ça, pour accoucher de tout ça. Voilà. Et donc on cherche aussi beaucoup de freelance et d'agences pour nous accompagner sur les cas d'usage de nos clients. Donc on invite tous ceux qui le souhaitent à venir échanger avec nous, boire un verre, boire un café, venir nous voir chez ma tante et passer du temps avec nous. On vous accueille vraiment avec grand plaisir et avec joie et aussi pour recueillir vos feedbacks sur ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, surtout venez nous rendre visite. On a eu tout un épisode de Covid, on ne s'est pas beaucoup vu, mais maintenant... J'espère que ça ne va pas revenir, mais ouais. Et je peux confirmer que c'est un très bel endroit, en plus. Donc ça vaut le coup, ne serait-ce que pour venir. Venez boire un café. J'espère que les gens viendront plutôt vous voir, vous, que l'endroit, mais et puis pourquoi aussi, pas, si on les attire. Et aussi, on donne un compte gratuit à tous les freelances et agences qui le souhaitent. Donc, pour ça, je vous invite à nous écrire à hello@xar.fr. Voilà. Quoi? Ou .fr. hello@xar.fr. Vous me donnerez de toute façon tous les liens que vous voulez qu'on mette dans les notes. Et puis voilà, comme ça, les gens peuvent les trouver. Et donc, quand tu dis, hein, juste pour clarifier quand même, des freelances, c'est-à-dire que vous, ce qui vous intéresse, c'est la problématique que vous avez, peut-être si on peut en parler 2 minutes, c'est que donc vous avez des clients, potentiellement, des gens donc, qui sont intéressés par utiliser XAR dans leur entreprise, par construire, numériser un process, par exemple, avec XAR. Exactement. Vous, c'est pas votre rôle, vous travaillez sur développer le produit, mais vous avez besoin de makers. Je ne sais pas si vous avez un mot de XAReur, c'est chelou, je retire tout de suite. Mais voilà, de gens qui vont construire avec ça. Donc c'est intéressant parce que vous amenez les missions, quoi. Enfin, en quelque sorte, vous avez des missions. Est-ce que, et là-dessus, justement, comment vous onboardez les gens? S'il y a des gens qui écoutent, qui sont peut-être déjà à l'aise avec d'autres outils, mais qui ne connaissent pas XAR et qui seraient intéressés? On est en train de monter un programme partenaire et de bien le ficeler, etc. Donc ça, c'est pareil, on le présentera d'ici fin janvier. Mais d'ici là, si vous souhaitez vous mettre dans cette optique, venez nous rencontrer, venez parler avec nous. On vous délivrera une petite formation et on vous onboardera, on vous expliquera tout ça. Mais sinon, sur notre actualité, donc, avec Benoît-Marie, on est en train de construire la boîte dont on rêve, en fait. Hein. On essaye de juste être deux êtres humains heureux et on a la chance de pouvoir choisir les gens avec qui on travaille en tant qu'entrepreneur et c'est vraiment aussi un peu pour ça qu'on le fait. J'ai une petite citation à ce sujet, c'est moi ce qui me tient à cœur, c'est de rajouter de la vie à mes jours parce que j'ai bien compris que je peux pas ajouter de jours à ma vie et donc on essaye vraiment d'être hyper vivant tous les jours dans l'instant présent avec des gens qu'on aime bien et de créer une équipe de personnes avec qui on s'entend bien. Voilà. Donc on recrute, c'est ça l'annonce, on recrute à tous les postes. Moi je m'occupe surtout de la partie technique, donc tous les devs qui nous écoutez, si vous avez envie de participer au futur du no-code, clairement venez nous voir, si ce n'est que pour discuter, mais si c'est pour venir travailler chez nous, c'est bien aussi. Et on a toutes les annonces sur Welcome to the Jungle sur la page XAR. Voilà. Ouais. Juste une petite question encore, on ne va jamais finir, mais c'est toujours intéressant. Vous avez des bureaux, vous avez des locaux, peut-être que vous allez devoir déménager d'ailleurs, si vous grandissez, ou je sais pas, peut-être ici d'ailleurs il y a plus de place. Vous faites aussi du télétravail, mais vous n'avez pas forcément envie d'avoir des gens que en remote. Aujourd'hui, pour créer l'équipe et construire notre culture, avec Benoît-Marie, on a vraiment voulu construire une vraie culture de boîte. Donc nous, on l'a insufflé en tant que fondateur, mais on souhaite vraiment la co-construire avec tous nos employés. Et donc nos premiers employés passent du temps à Paris avec nous en présentiel. Je pense qu'on fera du full remote peut-être l'année prochaine. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on a privilégié pour vraiment qu'on puisse vraiment se nourrir
Je dis beaucoup vraiment. Mais en tout cas, pour qu'on puisse se nourrir des gens qu'on recrute et qui vont créer XAR avec nous en fait. Ouais. Ça y est, aujourd'hui, XAR c'est plus notre bébé, c'est quelque chose qu'on co-construit tous les jours et c'est vraiment ça qu'on souhaite. Et pour vous donner un petit exemple de la culture d'entreprise, on était en séminaire au fin fond du Cantal dans une petite maison et on a fait ce qu'on appelle la soirée XAR où il faisait moins 8 degrés, on a fait une rando dans les bois et on a fait un gros feu de forêt avec des bières et un barbecue. La forêt n'a pas cramé. Et non, la forêt n'a pas cramé, mais on a fait des jolis feux pour se réchauffer. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est plutôt l'esprit simple, aventure et collectif. Voilà, collectif, simplicité. Voilà. C'est marrant parce que, c'est peut-être une réflexion, c'est peut-être un peu con ce que je vais dire, mais comme on en a parlé un petit peu avant, et tu vois, je trouve qu'aujourd'hui avec le Covid, on a presque l'impression que maintenant, toutes les boîtes doivent être remote en fait, par défaut. Et moi, je pense que toutes les boîtes doivent être en capacité de travailler en remote. Néanmoins, je sais pas, il y a quand même aussi beaucoup de gens. Moi, j'adore aller au bureau, j'adore avoir des gens. Et c'est un peu, c'est pas une fatalité, tu vois. Et je trouve que j'ai presque l'impression, tu vois, que ça devient un peu, je sais pas, j'ai l'impression que limite maintenant, bientôt, on va devoir s'excuser de faire une boîte aussi où il y a des bureaux. C'est vrai que quand je dis ça, je me dis, j'aimerais bien faire du full remote. Aujourd'hui. On reste au début et je pense que c'est quand même plus facile, on va un peu plus vite quand on peut se voir et puis c'est quand même un réel plaisir de manger avec tout le monde. Et... Puis au-delà de ça, c'est vrai qu'une de mes motivations à me lever le matin, c'est de voir mon équipe, de leur parler, de partager des choses ensemble, beaucoup plus que de rester chez moi devant mon ordi. Quoi. Voilà. Moi je pense que la vérité c'est quelque chose d'un peu hybride. De toute façon, par exemple, tu fais 2 jours par semaine en remote. Voilà, et parce que moi je pense qu'il y a un truc par contre méthodologique important, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes, de toute façon il y a plein de boîtes qui se sont rendues compte au moment où le Covid est arrivé, en fait les gens s'ils se voyaient plus, ils savaient plus travailler quoi. Et ça, en fait, il y a aussi des mauvaises pratiques, pas assez de documentation, on va pas faire la liste. Et je pense qu'avoir ces bonnes pratiques, c'est bien parce que ça permet à tout moment déjà d'être résilient en cas de Covid, ou d'absence temporaire, ou juste de 2 jours par semaine. Tu vois, de pouvoir toujours être modulable. Les gens qui veulent venir au bureau, ils viennent, et puis, espèce de trucs comme ça. Avec Benoît Marie, on a commencé comme ça. Pendant 1 an, moi, j'étais au Danemark à distance. On a des salariés qui sont minimum 2 jours par semaine en remote. Donc, c'est pas qu'on est allergique au remote du tout. Au contraire, on en fait plein. Pendant Noël, là, ça va être remote pour beaucoup de gens. Mais c'est juste qu'on aime bien se voir. Ouais. Non, mais c'est ça. Non, mais tu vois, par exemple, c'est un bon exemple, tu vois, de se dire, tout le monde n'a pas forcément envie de prendre des longues vacances, mais par exemple, tout le monde a envie de bouger, voir sa famille, par exemple, pour les fêtes. Et voilà, là, c'est un moment où, par exemple, il y a 2 semaines de remote, mais c'est pas que des vacances. Ça donne une flexibilité, je trouve, tu vois. Et t'as pas besoin de te dire, alors, faut qu'on s'organise pour que pendant 2 semaines, là. Non, ça n'a pas de problème. Donc, ça, c'est chouette. Mais c'est vrai qu'aussi, les outils tels qu'on les fait avec XAR, tels qu'on les fait pour les entreprises, permettent aussi la gestion du remote. D'ailleurs, oui, c'est une question que je vous avais pas posée, parce que bon, on arrive plein de. Mais on finira peut-être là-dessus. Est-ce que vous utilisez XAR, vous, du coup, en interne ? Ouais, carrément. On l'utilise notamment pour générer des comptes de test. Donc, si vous voulez vous inscrire sur XAR, ça va passer par XAR. Et nous, on a un petit CRM derrière qui tourne sur XAR. Okay. Oui, on gère aussi le quotidien de cofondateurs avec les différents petits tableaux de bord, etc. Et puis aussi un petit espace pour les investisseurs, pour les commerciaux avec le CRM. On a fait nos petites personas en fonction de chacun de ce qu'il y a. Est-ce que vous utilisez d'autres outils no-code ? Integromat un peu. Ouais. On utilise Zapier et on utilise un peu Notion ou Notion, ça dépend des écoles. Ouais. Et moi, je fais des pâtes à l'eau en no-code. Je vais faire toutes sortes de cuisines sans coder, vraiment. C'est incroyable. Okay. C'est pas mal aussi. Moi, si je peux revenir sur un truc, parce que tout à l'heure, on parlait de l'étymologie du no-code. On a fait un événement organisé avec des freelances la semaine dernière à Station F. Il y avait Milan et il a un peu parlé... Milan. Pardon. Milan. Non, sinon il va s'énerver. Pardon, Milan, désolé. Non, parce que moi aussi j'ai fait au début, donc je préfère le... En plus, j'y ai vraiment réfléchi avant et comme par hasard, j'ai dit le mauvais, pardon. Excuse-moi, Milan. Milan disait que pour lui, le no-code, le mot, n'existerait plus dans quelques années, donc dans 5 ans. Et qu'en fait, aujourd'hui, pourquoi on parle du no-code ? C'est parce que c'est une promesse. Et nous, c'est vraiment ça qu'on essaye de dégager, c'est vous pouvez créer des logiciels sans coder. Beaucoup de gens pensent que c'est dur, que c'est impossible. Il y a des débats entre dev et no-codeurs de non, ça marchera pas ton truc. Et en fait, c'est vraiment pourquoi il y a un tel élan sur ce mot-là. C'est parce que, en fait, vous n'avez plus besoin de coder. Vous pouvez le faire vous-même. Nous, on s'intéresse aux outils métiers internes. Ça va vite, c'est simple, c'est intuitif. Et c'est vraiment une belle promesse. Et je pense que dans 5 ans, utiliser XAR pour faire son logiciel d'entreprise pour accélérer son business, tout simplement, en fait,
il n'y aura plus besoin de dire que c'est du no-code. C'est juste, moi, comment j'ai fait mon logiciel, je l'ai fait sur Xar. Mon site vitrine, je l'ai fait sur Webflow. Et ça sera pas, je l'ai fait sans coder, parce que ça sera évident. Ça sera la norme. Exactement. Donc je pense que c'est un mot qui risque de disparaître. Je sais pas ce qu'on va faire de No-Code France, du coup, mais... On s'adaptera. On deviendra programmation visuelle France. C'est beaucoup moins cool. Moi, je trouve qu'il y a un truc, moi je fais partie des gens qui aiment bien ce mot, je le trouve fédérateur, je trouve qu'il a un peu punchy quand on le met pas en opposition au code, quoi. Complètement. Mais oui, s'il est voué à disparaître, c'est bien, c'est qu'on aura tous réussi quelque chose collectivement. Exactement. Mais c'est pas tout de suite. C'est ça. En attendant, au moins il dit des choses, quoi. C'est ça Mais c'est une belle promesse. Vraiment l'aspect promesse de vous en êtes capable. Maintenant c'est possible, on peut le faire. Exactement, tu vois. Et ça casse les codes un peu. Bon, ça sans faire trop de jeux de mots, etc. Mais il y a ce truc de, on oublie un peu aussi que il y a que les développeurs qui peuvent produire, quoi. Tu vois. Ça c'est un peu un truc qu'on s'est tous institué dans la tête, quoi. Tu vois, il y a que les développeurs qui vont te faire des sites web. Bon, ça fait déjà quelques années que c'est plus le cas, mais tu vois, il y a plein de... Mais c'était pas le cas pour les automatisations, c'était pas le cas pour la génération de documents, c'était pas le cas pour la de processus, comme tu disais tout à l'heure. On peut faire un parallèle aussi avec l'artisanat. Avant, si tu étais menuisier, tu étais le seul à avoir des machines et un moulin pour faire tourner tes machines. Aujourd'hui, tu peux être menuisier chez toi, acheter tes machines sur n'importe quel site et te les faire livrer et être menuisier dans ton coin. Tu pouvais, et c'est presque même pour le paysagisme. Avant, tu pouvais pas tondre ta pelouse parce que ça coûtait trop cher de prendre une tondeuse. Maintenant, n'importe qui peut s'acheter une tondeuse et tondre sa pelouse. Donc c'est un petit peu le sens de l'histoire. C'est sur des métiers plus anciens, ça c'est déjà vu et c'est déjà le cas. Et sur le code qui est beaucoup plus récent, effectivement, on arrive à ce niveau-là avec les nouvelles. Je crois que c'est ce que Erwan a bien appelé la commoditisation. Terme. Mais oui, non, écoutez, c'est passionnant et en plus, voilà, vous contribuez beaucoup à tout ça. Et je pense qu'on a eu l'occasion là, dans cet échange vraiment de parler de pas mal de choses finalement sous l'exemple de Xar, montrer un peu tout ce qui est sous-jacent et comment on participe à cette révolution avec vos partis pris, quoi, avec votre vision. C'est ça que je trouve intéressant. Et encore une fois, j'invite vraiment les gens à regarder la démo qu'on avait fait. Bon, maintenant, j'espère que ça a donné envie aux gens de voir la partie visuelle, tu vois, tout ce que vous avez décrit, de voir comment ça se matérialise. Écoutez, est-ce que j'ai oublié de vous demander quelque chose ? Je crois pas. De toute façon, on va avoir l'occasion. Moi, on en a parlé un petit peu en off avant. Moi, j'espère que vous allez proposer des choses aussi à la communauté, que ce soit sur la chaîne Twitch, que ce soit des meet-up. Vous avez invité les gens à venir vous voir. Déjà, c'est super. Peut-être qu'on fera des meet-up ensemble. On verra si le Covid nous permet. Avec grand plaisir. Et puis voilà, des choses virtuelles aussi dans le même temps. Et pour les gens aussi qui sont pas à Paris, ça, c'est aussi un des trucs. C'est pour ça que nous, on est content d'avoir cette chaîne Twitch aussi, c'est de pouvoir s'adresser à tout le monde, quoi. Tout le monde n'a pas la chance d'être à Paris. Bon, je vais me faire tacler. Mais, il y a les tomates pas loin. Non, mais en plus, il se trouve que c'est intéressant parce que je vais peut-être finir là-dessus. Après, c'est l'épisode qui termine jamais. Et parce que tu m'as dit un truc quand même tout à l'heure. Enfin, c'est pas si facile de recruter quand on n'est pas à Paris, quoi, malheureusement. Oui, sur les profils qu'on recherche. Parce que vous étiez à Toulouse quand même à la base. Exactement. C'est plus difficile de recruter à Toulouse les profils qu'on recherche pour notre type de société qu'à Paris, malheureusement. Ce qui me vaut d'être le week-end à Toulouse et la semaine à Paris. Mais voilà. Peut-être le plaisir justement d'avoir les deux. Bon, ça fait beaucoup de trajet peut-être, mais non, mais après, c'est un peu triste, moi. Et c'est là aussi où le remote peut aider un petit peu à être n'importe où. Mais c'est vrai que j'imagine. C'est aussi un témoignage intéressant. Je le dis pas pour dire oui, tout le monde doit venir à Paris. Au contraire, nous, on a vraiment No-Code France, c'est parce que c'est dans toute la France, quoi. C'est pas juste que pour les start-upers parisiens de Station F. Quoi. Ça, pour l'instant, a priori, on a bien réussi. Ça, c'est pas. Mais donc voilà. Et écoutez, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à très bientôt. On va suivre tout ça avec attention. Ah non, désolé, dernier truc, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Où est-ce qu'on peut vous suivre, vous retrouver, vous contacter ? Tu t'as dit, on t'a donné l'adresse, on mettra. Mais est-ce que vous documentez aussi un peu ce que vous faites ? On commence pas mal. Moi, je fais des efforts sur LinkedIn. Okay. Benoît-Marie aussi, donc vous pouvez nous ajouter sur LinkedIn, de toute façon, nous envoyer des messages, souvent on est assez réactifs. Okay. Je mettrai les liens Twitter, tout ça, non ? On n'est pas les plus actifs sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, le marketing, c'est pas notre fort. Okay. Nous, on est surtout des makers, en fait. Ouais. On avance, on fait un produit, on délivre de la valeur au client. Et après, comment on vend cette valeur, c'est ce sur quoi on travaille en ce moment. Voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous envoyer sur LinkedIn. Merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu autant que moi. J'ai passé un super moment. Voilà, c'était vraiment passionnant de découvrir plus en détail la vision derrière Xar. Vraiment, allez voir le No Code Session. Je mettrai la vidéo évidemment dans les liens.
comme tous les outils no-code, c'est vraiment quelque chose d'hyper visuel. Donc ça vous aidera vraiment à matérialiser un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Venez sur le Slack de No Code France, sur le channel Podcast Contournement, on continue la discussion. N'hésitez pas si vous avez des questions, contactez-les. Et puis nous, on se retrouve pour un épisode surprise. Voilà, le prochain épisode, l'épisode 79 qui clôturera la saison 7, va être une petite surprise. Voilà, en fait, je sais pas encore ce que ça va être, ça c'est le vrai truc, mais ça sera une surprise. Voilà, pour clôturer l'année et pour que vous passiez de bonnes fêtes. Donc voilà, si vous écoutez ça au moment des fêtes, bonnes fêtes fin 2021. Puis si vous écoutez ça en 2022, j'espère que vous serez nombreux. J'espère que le no-code a explosé. À vous qui êtes dans le futur, je vous parle maintenant. Voilà, que Xar est devenu une grande société avec beaucoup d'employés, que plein de gens l'utilisent, que le no-code France est devenu énorme, Contournement vend des dizaines de formations. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai décidé de parler à vous qui m'écoutez dans le futur, mais si vous écoutez longtemps après cet épisode, après que je l'ai enregistré, n'hésitez pas à me dire si mes prédictions sont vraies. Voilà, allez, il est temps que j'arrête là. Merci beaucoup d'avoir écouté vraiment jusqu'au bout du bout. Envoyez-moi un petit message si vous avez écouté jusque-là, ça me fera très plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 79.